Bonjour à tous, Guns et Fenêtres, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnel talk show sur l'Olympique Lyonnais. Fin de mercato oblige, on va faire le bilan de cette fenêtre estivale 2025 qui s'est conclue de manière un peu compliquée pour l'OL. En invité, on a encore un agent de joueur avec une très grosse expérience puisqu'il a la licence depuis 2004. Avant, il a été journaliste à RTL ou encore à l'équipe. C'est Christophe Hutto. Bonjour Christophe, ravi de t'avoir parmi nous. Bonjour, ravi également d'être avec vous pour Avant de tenter de commencer, décrypter un petit peu cette actualité lyonnaise. Vous en avez l'habitude, je vous rappelle les bonnes pratiques pour aider notre chaîne YouTube, le pouce pour dire que vous aimez, la clochette pour vous abonner, et si vous pouvez mettre un petit boost en plus, ce serait impeccable. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, on lit absolument tout. Voilà, on va démarrer, on va commencer d'abord par le volet sportif, avec le début de saison, l'été parfait de l'OL, l'OL victorieux de l'OM, 1-0 le week-end dernier. Et au classement, on le voit, parcours parfait, c'est une première depuis 1981 à Lyon, donc c'est quand même assez énorme. Voilà. Personne ne s'attendait à un Lyon à pareille fête, Christophe. Es-tu surpris de voir cette équipe tourner aussi bien malgré la vague de départ qui a eu lieu? Écoutez, je ne suis pas plus surpris que cela parce que même si beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup de joueurs sont arrivés, malgré tout, il y a de la qualité dans cet effectif, indéniablement. Intrinsèquement, il y a des joueurs qui sont plus, comme j'aime à les décrire. Donc, je ne suis pas plus surpris que cela. Maintenant, il faut toujours aussi un alignement des planètes, des concours de circonstances positifs. Et pour avoir vu les 3 matchs de l'OL, sans rien leur enlever, bien entendu, et bien au contraire, le coefficient réussite a quand même été présent et au rendez-vous. Justement, pour toi, est-ce que c'est quand même amené à durer? Est-ce que l'OL peut atteindre son objectif qui est quand même, rappelons-le, et encore ça a été rappelé hier, faire mieux que l'an dernier? Oui, parce que et on peut le voir à l'issue des 3 premières journées, il va y avoir 7-8 clubs qui vont être au-dessus de tous les autres pour des raisons économiques, parce que l'absence quasi totale de droits TV pour l'instant fait que de gros clubs, quand je dis de gros clubs, des clubs de Ligue 1 se sont trouvés très fortement impactés et n'ont pas pu recruter. Il y a plusieurs équipes de Ligue 1 qui, cette année, n'ont pas été en mesure de recruter de façon onéreuse. Donc, j'ai l'impression que nous allons assister à un championnat véritablement à 2 vitesses, et je pense pouvoir dire sans trop me mouiller et sans trop prendre de risques que Lyon sera dans la première partie des clubs qui auront et qui ont une vitesse supérieure à bon nombre de clubs. Dans cette partie sur le sportif, on va passer un autre volet. Toutes les semaines, on va le faire sur la saison. Et là, c'est le focus de la semaine. Et j'avais envie de faire un focus sur Rémi Descamps. Rémi Descamps, sur ce début de saison, on ne l'attendait pas forcément, tout le monde le disait. Il est là pour l'intérim. A priori, Dominique Greif, qui est arrivé, devrait prendre sa place après la trêve. Mais l'ancien Nantais a fait 3 clean sheets. C'est le gardien de la meilleure défense de Ligue 1 pour l'instant, la seule équipe qui n'a pas pris de but. Voici ses stats. Bon, il y a peu d'arrêts, mais il est présent sur chaque match. Il a quand même fait 8 arrêts significatifs. Pas top dans les sorties. On voit le pourcentage de réussite dans les sorties aériennes. Mais il tient quand même une note moyenne de 6,8 sur les notes qu'on attribue à chaque match, qui fait de lui le joueur le plus performant du début de saison. Est-ce qu'il te surprend, toi? Alors, c'est l'archétype, Rémi Descamps, du joueur dont on ne parle pas ou peu depuis le début de sa carrière professionnelle. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un joueur excessivement fiable. Donc, je ne suis pas surpris. C'est un bon gardien qui a toujours fait, très souvent, majoritairement, fait ce qu'on lui demande. Donc, je suis pas surpris parce que c'est un grand professionnel. Je le connais pas personnellement, mais de ce que j'ai pu entendre ici et là dans notre milieu du football, c'est que c'est un garçon bien avec des qualités.
Et justement, pour toi, est-ce qu'une concurrence peut s'instaurer avec le Slovaque? Est-ce que c'est souhaitable quand on a deux gardiens qui peuvent potentiellement être titulaires? Parce que là, beaucoup de médias commencent à dire bah, et si une concurrence s'instaurait entre les deux, alors que de base, Greif arrive pour être numéro un et même Paulo Fonseca l'a dit. Par expérience, une concurrence et une hiérarchie qui n'est pas clairement établie en début de saison à ce poste de gardien n'est souhaitable pour personne. Donc, je crois que les choses sont claires. Du côté de l'Olympique lyonnais, Rémi Descamps sera le numéro 2 ou le numéro 1 bis, mais ne sous-estimons pas le rôle important qu'un gardien non titulaire, non numéro 1 dans l'esprit du coach et du club, peut avoir dans le vestiaire. Et comme c'est un garçon d'une extrême fiabilité, il va continuer à travailler, assurément, et son coach sait, tout comme ses partenaires savent, que l'on peut compter sur lui. Mais instaurer une concurrence et une hiérarchie non clairement établie n'est souhaitable, à mon sens, pour personne. On va passer au gros volet de cette émission, le volet Mercato. On va faire le bilan. Et on va commencer par le bilan des départs. Alors, il y a eu beaucoup de départs à Lyon. Alors, voici la récap, hein, la liste est longue, avec des joueurs très importants. 14 départs plus 3 options d'achat qui ont été levées pour un total de 105,8 millions d'euros de vente, ce qui est pas si mal sur le contenu du marché. Mais c'est surtout ce qui a fait parler la dernière semaine, c'est la vente de Georges Mikotadze plutôt que celle de Malik Fofana. On savait qu'il y avait des impératifs à l'OL, hein, ils ont expliqué clairement les choses. Et le fait qu'ils n'avaient pas vraiment le choix de dire oui à Villarreal. Mais malgré tout, est-ce que tu as compris ce choix de vendre Mikotadze à 72 heures de la deadline et sans garantie de pouvoir le remplacer? Parce qu'on sait que c'est le marché. En tant qu'agent, tu vas me dire, les attaquants, c'est le plus difficile. Et c'est exactement ça. L'OL s'est retrouvé en quête de 2 attaquants sur les 72 dernières heures. Moi, ce que je vais noter, ce que je vais préciser, c'est bravo aux dirigeants lyonnais qui n'ont pas cédé au fameux panic buy. C'est-à-dire, je prends un attaquant sous prétexte qu'il m'en faut impérativement un pour remplacer Mikotadze. Et souvent, dans l'histoire, vous remarquerez que les achats de dernière minute sont rarement des réussites. Donc déjà, je trouve que en termes de stratégie, c'est remarquable. Après, pourquoi Mikotadze plutôt que Fofana? C'est un choix de coach, c'est un choix du staff technique, assurément, puisqu'ils avaient la possibilité de transférer l'un des deux. Ils avaient des offres pour les deux joueurs. Je pense que le staff technique, à un moment donné, s'est dit, j'ai pas le choix, je vais perdre un de mes deux attaquants, je privilégie ce profil à un autre. Pour moi, c'est l'explication la plus rationnelle. Est-ce que tu dirais, dans ce contexte de l'été lyonnais, que les ventes ont été bonnes, bien réalisées? Quand tu vois la liste, il y a quand même des joueurs qui sont partis, beaucoup de joueurs qui sont partis librement ou en prêt, mais deux grosses ventes et un gardien aussi vendu de manière honnête quand on connaît le marché des gardiens. Non, moi je trouve que Lyon a plutôt bien, j'allais dire très bien, travaillé dans le sens des départs. La direction lyonnaise n'avait de toute façon guère le choix. La nouvelle direction lyonnaise n'avait guère le choix, puisqu'il fallait régulariser un certain nombre d'erreurs commises ces dernières saisons, pour ne pas dire ces derniers mois. Des engagements ont été pris auprès de la DNCG. La DNCG a fait confiance aux nouveaux dirigeants lyonnais, et force est de constater qu'ils ont bien fait de faire confiance aux nouveaux dirigeants lyonnais. Donc non, oui, ils ont plutôt bien travaillé. Après, n'oublions pas le contexte économique du football français, notamment avec cette catastrophe que représente les non-droits TV. Parce qu'il faut le rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est que depuis des années et des années, le modèle économique était basé à 60 voire 70% de l'équilibre du budget sur la perception des droits TV.
Ce n'est plus le cas. Donc, ils n'avaient pas le choix de toute façon pour exister, continuer d'exister, ne plus et puis remplir les obligations et les engagements qu'ils ont pris devant la DNCG. L'Olympique Lyonnais a bien bossé, franchement. Franchement. Donc, alors, il y a le montant, effectivement, des ventes, des cessions, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'économie et la baisse. Et oui, on en parlera dans le bilan global. Là, on fait bilan départ, bilan arrivée, et après, justement, on viendra sur le bilan économique avec ces chiffres clés, notamment sur la masse salariale qui ont été donnés hier par Michael Gerlinger. Mais on va d'abord passer au bilan des arrivées. Donc là, le tableau est un peu plus petit. Il y a quand même quelques arrivées. Il y en a 9, mais en réalité 7, parce que Nicolas Tagliafico, c'est pas une prolongation, c'est un nouveau contrat, mais le joueur était dans l'effectif. Et on compte aussi le boulet, entre guillemets, Matt Turner, que l'OL ne voulait pas, cadeau de l'Air Textor. Ça fait quand même 36,58 millions d'euros dépensés. Même avec les options d'achat qui pourraient être levées, on ne dépassera pas les 50. On a fait 3 retours de prêt. Le record d'achat de l'été, c'est Tyler Morton pour 10 millions d'euros. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien avec l'ancien joueur de Liverpool qui doit être le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 sur le début de saison. Pour toi, l'OL a fait un mercato intelligent, un mercato réussi dans le sens des arrivées? Difficile de répondre à cette question. C'est en fin de saison que l'on pourra tirer un bilan bien plus précis. J'ai toujours tendance à dire que les conseillers ne sont pas les payeurs. Il faut connaître les chiffres de l'intérieur pour savoir quelles étaient les enveloppes réelles disponibles pour améliorer cette équipe. Après, comme je vous le disais précédemment, cette année, nous allons assister à un championnat dont les niveaux vont être très disparates, avec ce premier wagon, si j'ose dire, et le second. Moi, je pense qu'avec cet effectif et les joueurs dernièrement arrivés ou prolongés, Lyon a largement les moyens de terminer dans les 6, voire les 7 premières équipes de notre championnat. Juste pour répondre, l'enveloppe, c'est simple, ils ont tout utilisé. Hein. Il n'y en avait plus. Là, il restait plus que des prêts et peut-être, ils pouvaient peut-être sortir 1 ou 2 millions sur le prêt à titre onéreux, mais ça serait pas allé beaucoup plus haut. Mais je vais quand même te demander de te mouiller un peu. Quel est pour toi le plus beau coup de cette liste? Je connais pas assez les joueurs qui ont été pris. Alors, bien entendu, je les connais de réputation, mais j'ai pas été amené à les suivre ces dernières années, ces dernières saisons. Donc, c'est toujours difficile. Et puis, n'oublions pas que nous ne sommes qu'à la 3e journée. La 4e ce week-end. Donc, dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines après la trêve internationale. Donc, moi, j'ai toujours tendance à dire soyons patients. Les observateurs ont toujours tendance à porter au pinacle un joueur dès qu'il a réussi une performance exceptionnelle. Mais un bon joueur, un joueur fiable, ne se juge pas sur 3 matchs et encore moins sur un match. Il se juge sur une saison. C'est ce qu'on appelle la fiabilité. J'insiste beaucoup sur ce terme, mais la fiabilité chez un joueur de football est quelque chose de primordial, de prépondérable. On va venir justement au pari final de l'OL. Le joueur arrivé le dernier jour, la seule recrue Ligue 1 de cette liste. Peut-être celui que tu connais le mieux, c'est Martin Satriano. Les supporters sont un peu dubitatifs de le voir débarquer en avant-centre titulaire. Tu comprends leur scepticisme? Vous savez, les supporters lyonnais, si j'osais une image, on leur a donné du caviar pendant des années avec des très très grands joueurs. Donc le jour où vous avez un joueur d'une catégorie inférieure qui arrive, c'est comme si vous donnez à celui qui mange du caviar depuis des années des œufs de limpe. Oui, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas la même apparence réellement. Donc on peut être dubitatif. Maintenant, ce joueur, moi, voilà, c'est pas Cristiano Ronaldo, on est tous d'accord, mais je pense que c'est un joueur qui peut rendre des services à l'Olympique Lyonnais. Mais je crois que
les supporters doivent comprendre une chose, mais je pense qu'ils l'ont compris, c'est que les dirigeants de l'OL n'avaient pas le choix. C'était soit nous faisons ce qu'ils ont fait, soit le club disparaissait, ni plus ni moins. Alors on va me dire, oui, mais Lyon ne pouvait pas disparaître, c'est un grand nom du championnat de France. Et qu'est-il arrivé aux Girondins de Bordeaux? Je prends juste cet exemple. On va en parler justement parce que toi, tu as suivi de près ce dossier Bordeaux, vu que tu es quand même un agent relativement bien en place à Bordeaux. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu as suivi. Mais on vient dans une des parties d'après sur ce sujet-là. En tout cas, là, on va parler des chiffres clés. Alors, chiffres clés, ils sont là. 17 départs, 11 arrivées, une balance transfert de plus 69 millions d'euros, ce qui est cocasse pour Lyon. Et surtout, une spectaculaire baisse de la masse salariale de plus de 50%. Est-ce que tu avais déjà vu ça dans l'histoire de la Ligue 1, un club qui réussit une cure d'austérité de la sorte? Parce que Michael Gerlinger l'a dit hier, hein. Lui, il l'a dit, dans mon histoire, j'avais jamais vu ça. Alors, je pense que Michael a totalement raison. Moi, j'ai connu ce garçon lorsqu'il était au Bayern de Munich. C'est quelqu'un d'une rare intelligence. Lyon a vraiment beaucoup de chance de pouvoir compter sur lui, sur son expérience. C'est un coup gagnant. Est-ce que j'irais même jusqu'à dire que c'est la meilleure opération transfert de ces derniers mois, pour pas dire de ces dernières années, de l'Olympique Lyonnais avec la venue de Michael Gerlinger. Il a raison. Moi, je n'ai jamais vu ça, tout en ayant et tout en conservant une équipe compétitive. C'est important de le préciser. Alors, oui, Lyon ne va pas jouer le titre cette année. Restons mesurés, restons sérieux. Mais si vous terminez dans les 6, voire les 7, compte tenu de tout ce qui s'est passé, franchement, vous pouvez du côté de Lyon ériger une statue à son effigie et à celle de la nouvelle présidente. Justement, en Ligue 1, là, il y a 2 chiffres aussi qui sont importants. Lyon était le 4e vendeur, et encore, ça s'est pas joué de beaucoup par rapport à Nice qui prend dans son bilan la vente de Khéphren Thuram. Et c'est seulement le 8e club le plus dépensier derrière des clubs plus petits, comme le Paris FC, et à des années-lumière de la folie de Strasbourg. Déjà, ça interroge un petit peu, entre parenthèses, sur les différentes multipropriétés, parce que la nôtre, nous met dans la difficulté. Celle de Strasbourg, ça semble tirer plutôt vers le haut. Mais au-delà de ça, est-ce que dans ces conditions, je parle en termes d'investissement et de vente, on peut quand même avoir des ambitions? Parce que les supporters ont beaucoup dit, on peut plus clamer des ambitions. Est-ce que tu es de cet avis, ou au contraire, comme tu l'as dit, cette équipe reste encore forte et peut avoir des ambitions? Moi, je suis convaincu que cette équipe reste forte et qu'elle peut toujours et encore avoir des ambitions. Il y a des années, des périodes compliquées d'un point de vue économique. C'est ce que traverse l'Olympique Lyonnais. Mais je pense que vous ne devez jamais oublier une chose, c'est que le club était vraiment à 2 doigts de disparaître. Donc non, je ne suis pas inquiet pour l'Olympique Lyonnais. Au contraire, ils ont laissé passer l'ouragan. Ils ont rempli de façon magnifique les engagements qui ont été pris. Il faut leur laisser du temps. Et si l'Olympique Lyonnais termine dans les 6 voire 7 meilleurs clubs de Ligue 1, franchement, ça sera une victoire. J'irai pas jusqu'à dire que ça vaut le titre de champion de France, mais pas loin, compte tenu de tout ce qui s'est passé, de l'héritage laissé par l'ancienne équipe dirigeante. Après, vous me parlez de Strasbourg, vous me parlez du PFC. Oui, ce sont les nouveaux venus. Le PFC est dans une autre galaxie aujourd'hui, avec comme propriétaire la famille Arnaud, majoritaire, avec le groupe Red Bull également présent au capital. Vous ne pourrez plus lutter avec ces gens. Mais Lyon a quand même
des avantages que ces clubs n'ont pas, c'est-à-dire que Lyon est propriétaire de son stade notamment, a une académie très très forte, ce qui n'est pas le cas du PFC, qui était des années-lumière d'un club comme Lyon. Strasbourg, on est sur un autre modèle économique, on est sur du trading pur, de la multipropriété, avec un système de vases communicants. On ne sait pas comment tout cela finira dans quelques années. En tout état de cause, voilà, Lyon se reconstruit et me semble repartir sur des fondations saines. Et rien que pour cela, je suis pas inquiet pour ce club. On va en venir à la conférence de presse d'hier. Alors, il y a le bilan des dirigeants. J'ai retiré quelques citations. On va commencer d'abord par Michael Gerlinger, qui a fait plusieurs annonces importantes. Pour cet hiver, pas de vente de Malik Fofana. Un peu de masse salariale en enveloppe pour janvier, donc qui permettrait éventuellement de corriger, ce qui est pas du luxe quand on sait d'où Lyon partait au niveau de la masse salariale, où ils étaient bien au-dessus. Une période d'austérité qui devrait durer 3 ans. Alors, il y a 2 annonces rassurantes dans ce qu'il dit, une troisième qu'il a un peu moins quand même, la dernière. T'en penses quoi? Quelqu'un de prudent, quelqu'un qui a l'expérience, qui n'est pas là pour séduire, qui n'est pas là pour briller sous les feux de projecteurs, rigueur à l'allemande. Ce qu'il dit me semble cohérent. En tout cas, le club et ses supporters ne pourront avoir que de bonnes surprises si demain ça va plus vite que ce qui est prévu, tout simplement. Concernant Mathieu Louis-Jean, il y a aussi eu un vrai mea culpa sur le dernier jour raté avec l'échec de la venue de l'attaquant. Il a pas cherché à le cacher, comme il n'a pas cherché à cacher qu'il n'a pas réussi à faire l'ailier droit. Mais il y a aussi un rappel de la réalité économique dans laquelle est l'OL. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de panic buy. Pour toi, dans sa communication, dans la manière de présenter la situation après la vente de Miko Tadze, est-ce que le club a été bon? Oui, moi je les trouve bons. Et je les trouve bons parce qu'ils sont sincères. Ils vendent pas n'importe quoi, ils disent pas n'importe quoi. Et rien que pour cela, je trouve que c'est remarquable. Vous pouvez pas être déçu. Et vous pouvez pas reprocher à ces personnes qui se sont exprimées hier d'avoir fait preuve de sincérité. Et une nouvelle fois, et c'est ce que je disais au début de cet entretien, ils n'ont pas cédé au fameux panic buy, et il vaut mieux rien faire que de faire mauvais. Et puis, vous avez toujours la possibilité de faire un joker, donc de faire un joueur issu du championnat de France. Vous avez la possibilité encore de faire un joueur qui était libre au 30 juin 2025, quelle que soit sa provenance. Lorsque vous regardez la liste des joueurs qui sont sans club aujourd'hui, vous vous dites qu'il y en a un certain nombre qui seraient à même de venir renforcer cette équipe de Lyon. Et puis, dans le pire des cas, il y a le mercato d'ajustement, qui est le mercato d'hiver, qui va vite venir. Regardez, on est déjà presque mi-septembre. En tout cas, la 4e journée sera mi-septembre. 2 mois et demi plus tard, vous êtes déjà dans le mercato d'hiver. Donc, tranquille, j'ai envie de dire. Tranquille. D'une manière plus générale, tu as suivi, on en parlait tout à l'heure, tu as suivi de près la descente aux enfers de Bordeaux. On a vraiment craint pour l'OL jusqu'au 9 juillet, parce que la Ligue 2, Michael Gerlinger l'a dit hier, ça aurait été la disparition du club, quasiment la liquidation. Justement, qu'est-ce qui te fait dire que ça peut mieux se passer à Lyon? Tu sens les partenaires financiers plus solides? Que t'inspire justement le travail global mené par toute la direction, incluant Michel Kang, du coup, parce que c'est vrai qu'elle est très discrète, mais elle est là. Et elle a mis de l'argent, surtout. Non, mais il y a des différences fondamentales entre Lyon, entre la situation de Lyon et celle de Bordeaux. Déjà, le club de Lyon a des actifs.
propriétaire de son stade, propriétaire de son académie, un actif joueur très très important grâce au travail remarquable qui est fait depuis des décennies en termes de formation. Moi, je veux bien, à chaque fois on me dit oui, le modèle de la formation lyonnaise arrive à bout de souffle. Oui, on a le droit de le penser, mais moi je constate que chaque année dans le groupe, il y a de nouveaux jeunes joueurs qui arrivent et qui sont super talentueux. Donc ça veut dire que ça va super bien. Notamment Kélis Mera. Oui, complètement, et d'autres. Qui a l'air quand même d'être vraiment dans les plans de Paulo Fonseca. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les plans. Ça, c'est un slide que j'aime beaucoup parce qu'en un clin d'œil, il permet de voir où en est l'effectif avec des postes, notamment celui de gardien de but, pardon, où il y a beaucoup de contrats professionnels. J'ai même pas encore mis, ils sont encore deux de plus, je crois, avec Conan, mais j'ai pas mis au-delà de la 4e place, je me suis arrêté, mais il y a beaucoup de pros chez les gardiens. Il y a 2 blessés de longue durée, Aurel Mangala qu'on devrait récupérer au plus tard en octobre, qui a déjà repris collectivement, et donc Ernest Noama, qu'on n'attend pas avant la fin d'année. C'est un problème quand on voit le poste de Noama, vu que l'OL est un peu dépeuplé, couloir droit, vraiment. On constate aussi qu'il y a peu d'expérience, 5 jeunes de l'académie qui sont dans les premiers choix, un seul buteur de métier, pas le délai droit réel parce que Karabech est un milieu couteau suisse, seulement 7 défenseurs avec 2 polyvalents et beaucoup de gardiens, comme je l'ai dit. Quand tu vois cette carte du terrain, tu te dis que l'OL peut réellement rester en l'état avec 20 matchs à jouer d'ici à janvier, parce que on se dit quand même que il va falloir serrer les dents quand même. Il va falloir serrer les dents, mais moi je vais vous poser une autre question pour répondre à la vôtre. Est-ce que cet effectif est inférieur à plus de la moitié des clubs de Ligue 1, aussi bien en termes de qualité que de quantité? J'en suis pas sûr. J'ai même mon idée, je vous l'ai dit tout à l'heure, je reste convaincu que Lyon a un effectif pour terminer dans les 6 voire 7 premières équipes de Ligue 1. Et si cet objectif est rempli, c'est remarquable. Alors oui, je sais, je vais passer pour un rabat-joie, parce que j'arrête pas de le dire depuis le début de notre entretien, mais n'oubliez surtout pas, je sais que la mémoire collective est dorénavant une mémoire instantanée, hein, on oublie très très vite, mais des gens d'expérience comme dont je fais partie, parce que les années passent, me fait dire que le contrat, si vous terminez dans les 6-7 premiers, c'est remarquable. Voilà. Et puis, vous avez des jeunes qui sont peut-être pas encore mis sous les feux des projecteurs en provenance de l'académie, qui peuvent se révéler. Donc, non, oui, alors oui, c'est vrai que si vous aviez un joueur supplémentaire couloir droit et un attaquant axial, ça vous aiderait parce qu'il va y avoir quand même un grand nombre de matchs jusqu'à fin décembre. Mais ne vous trompez pas d'objectif. Le premier objectif, il était simple, c'était de continuer à exister, et le club continue à exister et il va continuer à se développer. Il faut continuer de faire confiance aux dirigeants de toute nature de ce club qui ont pris des engagements et qui les ont tenus. Et ce n'est pas rien, parce que de là où ils viennent, c'est remarquable. Voilà. Alors attention, hein, il y aura des soubresauts, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est la grande différence entre Lyon et Bordeaux. C'est que vous avez des dirigeants qui se sont pas trompés déjà aussi dans les hommes, avec Gerlinger, avec Mathieu Louis-Jean et bien d'autres. Le paradoxe, c'est que c'est John Textor qui les a choisis. mais il a fait des bons choix, visiblement, des bons choix d'hommes, même si maintenant il n'y a plus d'ingérence. C'est la vraie différence. Tout n'est pas noir, personne n'est noir, personne n'est blanc. Vous avez un bilan, si intellectuellement vous êtes honnête, le bilan de John Textor, vous pouvez pas dire que tout est négatif. Il a fait des choses bien avec son cœur, je présume. Moi, j'ai jamais été amené à le rencontrer ou à discuter avec lui, mais bon, voilà. Et le club aujourd'hui est toujours en Ligue 1. Le club est qualifié pour une coupe européenne.
Le club a des actifs joueurs. Il va pouvoir continuer à travailler sur cette base et laisser. C'est pour ça que quand Michael Gerlinger dit que le plan il est sur 3 ans, je suis pas surpris parce que c'est le discours c'est un discours responsable. Voilà. Juste par rapport à cette liste, Fonseca a joué sans avant-centre face à l'OM, ça lui a plutôt réussi. Mais est-ce que ça te paraît tenable comme solution de voir une attaque qui est quand même, quand on la regarde là sur le papier, très très dépendante du top player qu'on a devant, Malik Fofana, et très 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 dépendante de ne pas avoir trop de blessés, parce qu'on se dit que si lui est blessé, qu'on l'a vu contre Marseille, le jour et la nuit, soit 56 minutes avec lui, une équipe bien meilleure, et la fin plus laborieux, plus dans le combat, plus entre guillemets une équipe, j'aime pas dire ça, mais un petit peu de second couteau, quoi. Alors, sur le fait de jouer sans avant-centre, j'ai envie de vous renvoyer à Luis Enrique au Paris Saint-Germain, dont tout le monde vante les mérites, à juste titre, avec un bilan exceptionnel. Ils viennent de faire une saison fabuleuse. Il me semble que en début de saison, pendant de longs mois, on a entendu ce débat, il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de véritable neuf, il ne joue pas avec un axial, avec un joueur de surface, alors que vous avez des excentrés qui sont capables d'éliminer, de centrer, de porter le ballon dans la surface de réparation. Bon, donc pour moi, tout ça, en conclusion, c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est une question d'animation. Après, sur la deuxième partie de votre question, oui, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de blessures. Mais quels sont les véritables objectifs de l'Olympique lyonnais cette année? C'était de continuer à exister, d'être en Ligue 1. Et si possible, pour que ce soit plus facile économiquement parlant, de se qualifier à nouveau la saison prochaine pour une Coupe d'Europe, quelle que soit, bien évidemment, la Coupe d'Europe. Ils ont l'effectif pour atteindre leurs objectifs. Je suis absolument pas inquiet et je vous donne rendez-vous en fin de saison et on pourra réécouter ce que je vous aurais dit aujourd'hui. On va parler d'un point important. Joker ou joueur libre à venir. On voit hier, Mathieu Louis-Jean n'a pas fermé la porte, clairement. Il laisse même entendre qu'il pourrait y avoir les deux. On a mis quelques options sur l'image, comme Vincent Aboubakar, qui est libre, qui connaît la Ligue 1. Kurt Zouma, évidemment, qui serait solide en défense. Ou encore Keito Nakamura, qui est écarté aujourd'hui à Reims et du coup dans une situation un peu spéciale. Pour toi, est-ce que ces solutions sont vraiment envisageables ou tu ne vois pas de joueurs au niveau de l'OL dans les éléments sans club ou sur le marché? Je parle au niveau de l'OL, au niveau d'une équipe titulaire, vu que si un 9 débarque, c'est presque le 9 titulaire. En ce qui concerne les joueurs que je vois sur la photo, j'ai envie de vous dire non, ça ne serait pas foncièrement des renforts pour l'Olympique lyonnais. Maintenant, j'ai pas à ma disposition les chiffres. Quelle est la capacité sur la masse salariale de l'Olympique lyonnais? Parce que sinon, vous avez quand même encore sur le marché des top joueurs. Maintenant, est-ce que c'est compatible économiquement avec la situation de l'OL? Je ne sais pas répondre à cette question. Maintenant, je suis convaincu que dans la liste des joueurs en fin de contrat en attente d'un challenge, franchement, l'OL doit trouver chaussure à son pied, oui. On a quand même le sentiment que cette année, ça sera difficile de s'entendre entre clubs français pour des prêts de joker, vu qu'il y a beaucoup moins de possibilités et que tous les clubs ont essayé de vendre jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sera peut-être difficile d'aller sur ce marché des jokers, ou alors ça serait vraiment aller chercher. Il reste peut-être, si on regarde bien, moi j'ai mis Nakamura parce que il y a une situation qui est très tendue à Reims, mais il y a aussi, si on pousse un petit peu, on peut se dire peut-être c'est Koumara qui est pas dans la liste de Bordeaux, que tu connais en plus.
qui peut être intéressant pour Lyon dans le Il profil. devrait venir à Auxerre, je crois, qui devrait aller à Auxerre. Ah, il devrait quand même y aller? Oui. En gros. D'accord. Parce que c'est comme ils vont le faire en joker du coup. Oui, a priori, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais c'est pas fait encore. Mais non, mais après, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que oui, je doute que l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, Lille, qui seront des concurrents directs. Strasbourg même, qui a beaucoup de joueurs. Strasbourg, la donne est différente parce qu'on est dans un autre modèle économique, mais je vois mal ces clubs prêter ou vendre un de leurs joueurs à l'Olympique lyonnais en tant que joker. Maintenant, vous prenez les effectifs de tous les autres clubs, c'est-à-dire plus d'une dizaine de clubs de Ligue 1, pardonnez-moi, mais s'ils ont la possibilité aussi de se délester et de réduire leur masse salariale, je pense qu'ils l'étudieront, oui. Je pense qu'ils l'étudieront. Alors, il y a aussi Michael Garling, non, c'est Mathieu Louis-Jean, pardon, qui l'a dit hier. Possibilité qu'il y ait encore quelques sorties, 2 sorties, notamment. On va faire le point sur les 2 qui sont encore possibles, parce qu'il y a encore des marchés qui restent ouverts. On pense notamment pour Mathieu Patouillet dans le viseur d'Al Hilal en Arabie Saoudite, ça devrait se faire. Et Mamadou Diawara, qui pourra encore rejoindre la Belgique, qui était proche d'Antwerp les derniers jours et qui peut à nouveau partir. Pour toi, est-ce que l'OL doit encore laisser partir du monde ou maintenant il faut fermer, même si là pour le coup c'est des joueurs à salaire très bas, on est en dessous de les deux additionnés, on est en dessous de 20 000 euros, mais on a le sentiment que ça fait encore couper un peu de gras dans un effectif qui en a plus beaucoup. Oui, alors après... C'est particulier. Gardien, il y a une liste. Oui, des gardiens, je pense qu'ils en ont beaucoup. Donc, 7 sous contrat. Il y en avait 7 gardiens professionnels, il y en a 2 qui sont partis déjà. Donc, il y en a encore un certain nombre en trop. Donc, il vaut mieux, et moi j'ai toujours, dans la gestion des joueurs que je gère depuis de très nombreuses années, il faut jouer. Le leitmotiv, c'est il faut jouer. Donc ce gardien, est-ce qu'il est préférable qu'il reste à Lyon et faire partie des 5 ou 6 gardiens qui vont postuler, ou est-ce qu'il vaut mieux aller dans un championnat, voire dans une division inférieure pour jouer? La question pour moi, elle ne se pose absolument pas. Le joueur doit partir pour jouer. Vous pouvez pas aligner les saisons, et surtout pour un gardien, uniquement avec des entraînements ou uniquement avec des matchs avec l'équipe réserve. Franchement, c'est pas raisonnable. Après, le cas de figure du joueur de champ est le même. Mais ça, il faut savoir quelles sont les réelles intentions du staff technique. Est-ce qu'il croit en lui? Est-ce qu'il juge opportun de lui faire passer des marches supplémentaires en le prêtant? Je pense que le débat de Lyon, il ne se pose pas sur ces 2 jeunes joueurs, très honnêtement. Avant de passer au dernier volet de l'émission sur le grill qui te concerne un peu plus, voilà, on va faire un point sur le calendrier de Lyon, parce qu'il y a un calendrier 6 matchs très rapprochés. On va commencer le sprint avec 6 matchs très rapprochés sur le mois de septembre. Alors, on commence avec un déplacement à Rennes le dimanche soir, puis la réception d'Angers, vendredi suivant. Ça, c'est bien, 5 jours seulement, ça le met dans le rythme. On démarre ensuite avec la Ligue Europa, où le tirage était plutôt clément, même si on démarre à Utrecht, aux Pays-Bas. Ensuite, il y a un voyage périlleux à Lille au milieu, et on enchaîne le dimanche suivant, enfin la semaine suivante, avec la réception de Salzbourg et la réception de Toulouse, pour finir sur le bloc de 6 matchs. D'une manière générale, qu'as-tu pensé du tirage de l'OL en C3? Donc on va rappeler les adversaires. Il y a 2 Hollandais, Utrecht et Go Ahead Eagles, que personne ne connaît, pour être honnête. Bâle et les Young Boys pour les Suisses, 2 équipes suisses. Le Red Bull Salzbourg et le Betis en gros morceaux, entre guillemets. Le Maccabi Tel Aviv et le PAOK Salonique, qui d'ailleurs, le PAOK Salonique, c'est le dernier match à domicile en plus. Ça paraît quand même plutôt abordable pour ne pas avoir, par exemple, à lâcher une compétition, ce type de tirage quand même. Je suis complètement d'accord avec vous. C'était difficile de rêver mieux, non? En termes d'identité d'adversaire. Alors oui, j'entends déjà les discours, oui, mais bon, il n'y a plus de petites équipes. Non, certes, il n'y a plus de petites équipes, mais
je pense que raisonnablement, l'Olympique lyonnais peut envisager la qualification. S'ils ne sont pas trop touchés par les blessures ou les méformes, oui, je suis prêt à mettre un petit billet sur une qualification d'ores et déjà de l'Olympique lyonnais par rapport à ce que j'ai vu. Après, le programme, il est chargé, effectivement, mais comme la plupart des clubs européens, jusqu'à fin septembre. Maintenant, je ne serais pas surpris que Lyon continue sur sa dynamique et reste sur les hauteurs du classement d'ici la fin du mois de septembre. Oui. On va passer à ton interview un peu plus personnelle sur voilà, ton histoire. Avant d'être un agent qui est influent dans le milieu, tu as été journaliste. Qu'est-ce qui t'a fait changer de voie à l'époque? Qu'est-ce qui t'a fait te dire maintenant faut peut-être se lancer? J'ai eu la chance de travailler pour les plus grands médias français, puisque j'ai travaillé pendant près de 15 ans pour RTL, première radio de France, à cette époque, et de loin, c'était la référence. Et de façon concomitante, j'étais correspondant du journal d'équipe et de France Football à Bordeaux, qui était un des plus grands clubs du football français. Donc, j'ai vu plein de choses, j'ai fait plein de choses, je me suis enrichi intellectuellement, c'était génial. Et puis, j'ai observé, comme beaucoup de mes confrères de l'époque, avec l'organisation de la Coupe du Monde 1998 en France, une vraie évolution, mais pour moi, pas dans le bon sens, avec des rendez-vous avec les joueurs, avec ce que moi j'appelle plus de la communication que du journalisme. Donc, j'avais vraiment la sensation d'avoir fait le tour et comme mon cercle d'amis, mon premier cercle d'amis à Bordeaux, c'était les Zidane, les Dugarry, les Lizarazu et bien d'autres, puisque je les côtoyais quasiment au quotidien. Et puis ce qu'il faut comprendre, et ce que ceux qui vous regardent doivent savoir, c'est que à l'époque, pas si lointaine, mais avant 98, après un match, on faisait les interviews dans les vestiaires. On avait besoin de l'autorisation de personne pour pouvoir y accéder et faire notre travail. Nous ne prenions pas de rendez-vous à l'issue des entraînements pour aller interviewer un joueur. Vous alliez à l'entraînement, vous attendiez les joueurs sur le parking et ils venaient vous répondre avec beaucoup, pour la plupart d'entre eux, avec beaucoup de plaisir. Et tout ça fait qu'il y a eu un cadre qui m'a, qui me dérangeait quelque peu, et donc tout mon cercle d'amis régulièrement me disait mais tiens, mon agent m'a proposé ceci, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à leur place? Puis je me suis dit à un moment donné, je suis peut-être pas plus intelligent que ces agents historiques, mais je suis probablement non plus pas plus bête qu'eux. Et je me suis lancé et j'ai trouvé ça génial. Alors oui, pour des raisons aussi financière et pécuniaire, parce qu'il n'y a rien à voir entre la rémunération d'un agent et celle d'un journaliste, même un journaliste qui travaillait pour les plus grands médias pendant près de 15 ans. Mais c'était à la limite anecdotique parce que le côté financier, pour moi, il a toujours été une conséquence du travail bien fait, plutôt qu'un but. Et je pense que en ayant cette philosophie, vous voyez les choses différemment et vous travaillez surtout différemment. Alors, certains d'entre vous vont dire « Ouais, mais lui, c'est facile, il a fait je ne sais combien de transferts dans sa vie, on n'est pas sur la même planète ni dans la même galaxie. » Je peux pas entendre ce genre d'argument parce que une nouvelle fois, si l'argent est au rendez-vous dans notre profession, c'est parce que vous avez bien travaillé, parce que vous avez duré. Aujourd'hui, vous avez combien de rastaquaires, pardonnez-moi l'expression, qui jouent aux faux agents, mais ils durent pas, ces gens-là. Nous faisons partie d'une génération qui sommes sur le terrain et qui avons la reconnaissance de la quasi-totalité des clubs depuis 15-20 ans. Ça veut dire une chose, c'est que tout comme les joueurs, tout à l'heure, je vous disais qu'il était important qu'ils soient fiables, un agent aujourd'hui, il doit être fiable pour durer.
en 21 ans de carrière, tu as quand même fait pas mal de transferts. Mmh. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote qui t'a marqué sur l'un d'entre eux? Ah oui, c'est pas le plus gros transfert que j'ai pu faire hein, dans ma carrière, mais l'AC Ajaccio montant en première division euh, avec un budget plutôt limité et décide de faire venir Dimitri Anenko, un international russe qui joue au Spartak de Moscou et pour lequel j'ai le mandat parce que j'ai quelques connexions dans le football russe de l'époque. Donc Dimitri arrive à Ajaccio, on l'accueille et au moment de signer le contrat, le joueur me dit mais ok, l'appartement est mis à disposition, mais le lit, il est là. Je dis quoi? Alors il me dit ouais, alors en anglais hein, bien évidemment. Il me dit dans le contrat il n'y a pas marqué le lit. Alors le président Orsoni lui dit mais d'ailleurs non, c'était pas Orsoni, c'était le regretté Moretti, notre ex-confrère de France 3. Et Michel me regarde et il me dit mais Christophe, dis-lui que c'est meublé. Et moi je dis aux joueurs c'est meublé. Il me dit ok, on peut l'écrire. Je dis oui, on va l'écrire. Et et, euh, et je vous passe tous les questionnements et tous les termes que l'on a dû rajouter au contrat parce qu'il voulait savoir combien il y avait d'assiettes, combien il y avait de verres, quelle était la classe de voiture. Il est dans l'état des lieux, là, carrément. Ouais, mais c'était un truc de fou, de fou. Alors, quand on raconte ça aujourd'hui, on passe limite pour le mythomane de service, mais il faut savoir que la Russie sortait du bloc de l'Est, de l'Union soviétique, et qu'il y avait une culture qui était totalement et radicalement différente de la nôtre. Et combien de fois dans la discussion, Michel Moretti me disait, mais Christophe, allez, dis à ton joueur de repartir, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Parce qu'il a fallu qu'on note tout. Et donc, il avait fallu faire preuve de beaucoup de diplomatie, parce que le joueur n'avait pas confiance en réalité. C'était la première fois qu'il quittait la Russie. Il jouait au Spartak de Moscou, international russe, hein, près de 60 sélections. Donc, on parle pas du pimpin du coin quand même. Mais malgré tout, il avait fallu que l'on écrive tout ça dans le contrat. Ouais, c'est une anecdote sympathique. Tout ce qui est négatif, et Dieu sait s'il y en a eu, et Dieu sait s'il y en aura toujours, tant que je serai agent, parce que c'est un milieu tellement particulier, mais mon cerveau est vraiment très très bien fait. Il évacue immédiatement les choses négatives. Justement, alors, Kylian Mbappé disait le football, il a changé. Pour toi, qu'est-ce qui a le plus changé dans ces 20... toi, on peut aller même plus loin. C'est 36 ans Ouais. dans le milieu. Qu'est-ce qui a Ouais. le plus changé? L'environnement, les familles, les cousins, les tontons, les frérots, les brothers. Franchement, tout ce que j'exècre. donc parce que c'est absolument pas dans ma génération et je me refuse de tomber là-dedans quand je vois certains agents qui ont mon âge ou pas loin, lorsqu'ils rencontrent un joueur en zone mixte ou à l'issue d'un match qui parle comme un jeune qui a 20 ans, je trouve ça d'un ridicule. Bon, même si dans notre société, le ridicule ne tue plus. Mais pour vous dire, aujourd'hui, moi, mes joueurs me vouvoient. Les joueuses dont je gère les intérêts me vouvoient également, ce qui est un phénomène nouveau parce que jusqu'à présent, c'était toujours tu. Et je les laisse faire parce que on fait plus du tout partie de la même génération. Donc on a absolument plus la, comment je pourrais vous dire, oui, la même vision des choses. La même vision des choses. Maintenant, je dis pas que c'était mieux avant, que c'est moins bien maintenant. Je dis juste que c'est différent et que moi j'ai cette chance, ce luxe, et c'est ce que je dis souvent, pour ne pas dire systématiquement, lorsqu'un joueur ou la famille d'un joueur me contacte, et lorsque l'on fait des entretiens préalables, auxquels je tiens beaucoup, on me dit toujours
nous allons réfléchir si nous donnons suite à votre rendez-vous. Et moi, naturellement, je leur dis, mais n'oubliez pas une chose, c'est que moi aussi, je vais réfléchir. Parce que aujourd'hui, il y a des vertus cardinales, essentielles pour la réussite de ces jeunes garçons dans le football professionnel qui devient de plus en plus difficile, vraiment de plus en plus difficile, d'un point de vue physique notamment, d'un point de vue mental. Et il faut pas vous tromper. Il faut pas vous tromper parce que si vous vous trompez, ça veut dire que vous allez tromper le club avec lequel vous avez établi des relations de confiance depuis des décennies. Et donc, il faut être vraiment très, très méfiant. Donc, ouais, non, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé, bien évidemment. Maintenant, Kylian Mbappé est le contre-exemple. Parce que j'ai toujours dit et je continuerai à dire que c'est un jeune garçon, ou c'était un jeune garçon, parce que les années passent pour lui aussi, mais avec une mentalité basée sur des vraies valeurs, sur une éducation stricte. Quand je dis stricte, encadrée. C'est vraiment l'archétype du joueur qui se donne les moyens à tous les niveaux pour réussir. Alors, lui, il a été touché par la grâce de Dieu en plus, parce qu'il a des qualités surnaturelles physiquement. Mais ouais, non, Kylian a raison. C'est dans le vestiaire, par moment, il doit se pincer parce que comme c'est un garçon qui est normalement constitué au niveau de son cerveau, il doit avoir certaines choses qui l'interpellent. Ouais. Tu fais partie des agents les plus transparents du foot français. Tu as même écrit un livre. Pour toi, c'est important de redorer l'image de la profession parce qu'il y a quand même, elle est parfois écornée. Je trouve ça très injuste. Le jugement que le grand public a de ma profession est très injuste, mais je le comprends. Je le comprends parce que il y a eu tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et ce, à tous les niveaux. On mélange les genres. Aujourd'hui, on est une des professions les plus encadrées sur le territoire national français. Mais le problème, c'est que vous avez des clubs qui acceptent de parler alors que c'est contraire à la loi avec des agents qui ne sont pas des agents licenciés par la Fédération française de football. Et ça m'agace au plus haut point. Ça me met même en colère parce que finalement, l'agent qui travaille de façon transparente, dans la plus parfaite des légalités, n'a que des contraintes, alors que celui qui travaille dans l'illégalité n'en a aucune. Et ça me hérisse le poil parce que je trouve ça très, très injuste. Aujourd'hui, quand je dis que nous sommes une des professions les plus surveillées, et à juste raison, ça veut dire que dès lors que vous recevez même un virement supérieur à 7 000 ou 7 500 euros sur vos comptes professionnels, il faut en justifier la provenance. Alors, moi, ça me pose pas de problème, puisque quand vous touchez de l'argent, c'est parce qu'il y a une facture. S'il y a une facture, il y a un contrat. Donc, il suffit effectivement de les fournir, que ce soit à Tracfin, à votre banque ou à votre organisme de tutelle, la Fédération française de football. Mais aujourd'hui, vous avez combien de pseudo-conseillers sportifs? Moi, quand j'entends ce terme conseiller sportif, franchement, ça fait peur. Mais malheureusement, vous avez beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de familles qui croient encore au Père Noël et qui se disent que, ouais, conseiller sportif, c'est un vrai métier. Mais absolument pas. Pour moi, c'est de la fumisterie. C'est n'importe quoi. Donc oui, je suis remonté. Hein, vous avez vu, dès que j'aborde le sujet, ouais. Maintenant, mon combat, si tant est que ce soit un combat, il n'est pas pour moi parce que j'ai atteint un âge où ce qui peut se passer dans les années à venir ne va pas forcément me concerner parce que je continuerai à travailler tant que je suis en santé, tant que Dieu me prête vie. Parce que je peux pas m'en passer intellectuellement et même physiquement, mais je peux pas me passer de ce milieu, de vivre dans ce milieu qui est un milieu exceptionnel et tellement riche émotionnellement parlant. Mais
nouvelles générations qui arrivent, là, franchement, je ne sais pas comment ils vont faire pour vivre. Hein. Donc, et ces fameux conseillers sportifs, hein. Bon, allez, je prends 30 secondes. Qu'est-ce qui me met en colère? C'est que eux, ils vont pas être payés par les clubs, bien évidemment, puisqu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas de licence. Mais eux, ils vont être payés par le joueur. Et souvent, il y a du lavage de cerveau, il y a de la manipulation, et ça m'énerve. D'ailleurs, il faut reconnaître à Lyon une grande qualité de la période Jean-Michel Aulas. C'est que Lyon était un des rares clubs français qui avait donné pour instruction à ses dirigeants, directeurs sportifs, directeurs administratifs et financiers. Vincent Conceau ne traitait jamais avec des conseillers sportifs, très peu. Exactement, exactement. Et ça, bravo à l'Olympique Lyonnais, parce que franchement, Paris Saint-Germain fonctionne de la même sorte désormais. Hein. Mais il n'y a que les grands clubs qui fonctionnent comme ça. Moi, je joue à Bordeaux. Je passerai les détails. Mais bon, les détails, c'est qu'au final, il y a un dépôt de bilan avec 115 millions d'euros de dette. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites de façon olé olé. Voilà, on va pas se fâcher, on va dire olé olé. Cet été, l'un de tes joueurs les plus importants, Gaëtan Laborde, est parti presque dans l'indifférence en D2 saoudienne. Est-ce que c'est un crève-cœur pour toi de voir que la Ligue 1 n'est même plus en mesure de conserver ses derniers buteurs chevronnés? Est-ce que ça a été dur pour toi de le placer en D2 saoudienne? Parce que faut le rappeler, c'est un promu en D2 en plus. C'est un club ambitieux, un promu en D2. Oui, alors ça n'a pas été difficile du tout parce que c'était à la demande de Sabri Lamouchi, le coach de ce club. Donc, tout s'est fait naturellement. Et en plus, les pays du Golfe ont une façon de fonctionner qui est totalement différente de la nôtre. C'est-à-dire que les clubs mandatent leurs propres agents. Donc, vous n'avez finalement qu'un rôle d'intermédiaire à effectuer et de validation de conformité. Non, au-delà du cas de Gaëtan, je trouve que la Ligue 1 n'ait plus les moyens, effectivement, de retenir ses meilleurs joueurs. Ça, je peux l'entendre, parce que la fiscalité, entre autres, est totalement différente. Et quand on vous propose en net d'impôt le brut que vous percevez en France, il n'y a pas de question à se poser, surtout lorsque vous avez 31 ans et que vous avez 4 filles. C'est humain, n'importe qui aurait fait la même chose. Et pourtant, on parle d'un joueur qui figurait dans le classement du journal L'Équipe depuis 3 ans parmi les 30 meilleures rémunérations de la Ligue 1. Alors, certains vont dire que c'est parce qu'il a un bon agent et son agent avait très très bien travaillé. Non, c'est pas que ça. Donc, vous vous rendez compte que si aujourd'hui, alors qu'un Gaëtan Laborde aille en Arabie Saoudite, qui plus est dans un club de Ligue 2, ne me choque pas plus que ça. Par contre, ce qui me choque, c'est de voir des jeunes garçons de 20 ans partir en Arabie Saoudite. Là, ouais, c'est interpellatif. Vous posez des questions, vous dites, mais comment Alors oui, il y a beaucoup d'argent en jeu. Maintenant, je suis un romantique du football, moi, donc j'ai du mal à comprendre, même si le discours des joueurs concernés, de leur entourage, est de dire que oui, mais l'Arabie Saoudite, c'est plus comme auparavant, c'est-à-dire que vous faites 1 ou 2 bonnes saisons, vous prenez beaucoup d'argent et vous pouvez revenir en Europe. C'est vrai. C'est un phénomène nouveau que l'on peut observer sur les joueurs évoluant en Arabie Saoudite. Maintenant, je trouve malgré tout dommage, même si c'est compréhensible d'un point de vue économique, d'avoir des joueurs de 20 ans, 21 ans, même si c'est pour beaucoup d'argent, partir dans un championnat qui reste un championnat qui n'est même plus en France sur les chaînes classiques. Donc, et ça, c'est mon côté romantique du football. On me changera pas. Après c'est diffusé chez Zach Nani, donc ça marche bien, ça marche mieux. Comme ça. Mais c'est génial pour lui. Et je trouve que ce qu'il fait, ce garçon, je le connais pas, mais j'ai lu quelques interviews.
bravo à lui. Il a été, il est précurseur, il a été culotté, et j'espère que le rendez-vous sera au rendez-vous, que le succès sera au rendez-vous pour lui, parce que moi, je fais partie des gens qui se félicitent toujours de la réussite des autres, voilà, et qui ne la jalousent pas et qui n'en vivent pas. Donc, bravo à lui, et vraiment, mes vœux de réussite. Pour finir, comment tu vois l'avenir du football français qui s'est lancé dans sa chaîne Ligue 1+, qui a vraiment fait le grand saut cet été, mais on a un peu l'impression que c'est un dernier recours. Et comment tu vois l'avenir du foot français? Est-ce que tu es inquiet pour... Je le suis, mais depuis de nombreuses années. Si vous avez eu le temps de lire mon livre, je le prévoyais déjà. Moi, je fais partie des gens, il y a un an et demi, ouais, un petit peu plus d'un an, j'étais en direct sur CNews, en direct sur BFM TV, et on me demandait s'il était crédible d'attendre le milliard d'euros de droits TV. Et on m'a demandé si je croyais à cette éventualité. Et moi, dans un élan et dans un éclair de lucidité, j'ai dit, mais bien sûr que j'y crois. Bien sûr, on parle d'1 milliard d'euros quand même. Disons, on parle d'1 milliard. Et mes interlocuteurs me disent, ouais, mais c'est quand même beaucoup. Là, aujourd'hui, c'est 700. Ah, je dis, oui, mais le milliard, j'y crois. Mais je ne vous ai pas dit le milliard d'euros. C'est peut-être le milliard de roubles. Donc, éclat de rire général. Ça a fait le tour des réseaux sociaux, bien évidemment. Mais les faits m'ont donné raison. C'était tellement évident. On vivait dans une bulle. On vivait dans une bulle. Donc, aujourd'hui, les dirigeants en ont véritablement conscience. Après, il y a encore des joueurs, des entourages qui croient encore au Père Noël et qui pensent que demain sera encore mieux et après-demain, ça sera le paradis. À ce niveau-là, moi je dis prudence, messieurs, prudence, parce que la seule chance que le football français a, à mon sens, c'est d'avoir nommé à la tête de ce projet Nicolas de Taverneau, l'ancien grand big boss de M6, que moi j'ai bien connu à Bordeaux, hein, puisqu'ils ont été propriétaires des Girondins pendant près de 15 ans. C'est un très grand professionnel. C'est un très très grand professionnel et je ne doute pas du succès de Ligue 1+. Maintenant, la question que je me pose, c'est, et on parlait d'évolution tout à l'heure, du football, on parlait d'évolution des mentalités, j'observe quand même que autour de moi, que des jeunes garçons, mon fils en premier, ne consomment plus le football comme nous le consommions, ou comme nous continuons à le consommer. Ce sont des fans de foot, mais ils ne regardent pas les matchs. Ils sont sur leur tablette, ils vont vouloir voir le but en direct, ils vont vouloir voir le résumé, mais ils se refusent, et c'est pas entendable pour eux de passer 1h30 ou 1h45 devant leur télé pour regarder un match. Ce qui m'inquiète un peu, c'est l'évolution, quand je dis ce qui m'inquiète, pour le succès des droits TV à venir, tout du moins essayer de retrouver un tant soit peu de droits TV, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, je me demande si... Alors oui, ils ont fait un peu plus de 600 000 abonnés et ils devraient atteindre le million d'abonnés relativement rapidement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre ? Je me pose beaucoup de questions. Ouais. Je veux pas être pessimiste parce que je suis pas un pessimiste de nature, bien au contraire. Mais je veux pas verser non plus dans l'optimisme béat parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Bah, je te remercie. Merci pour cette émission, d'avoir fait avec nous le bilan de ce mercato de l'OL, mercato animé. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Avant le match face au Stade Rennais, on essaiera d'avoir un ancien joueur des deux clubs. J'en dis pas plus. Il y en a beaucoup, donc la liste est ouverte. On a ciblé un en particulier. On espère qu'ils nous disent oui. Voilà, en attendant, Christophe, je te remercie. Et puis, à nos fidèles suiveurs, merci de votre fidélité, d'être toujours plus nombreux à regarder
notre émission sur notre chaîne YouTube. Voilà, Merci au revoir. à vous.